à tous, ravi, Faiza Ashkar, responsable Afrique subsaharienne pour BPI France basée à Paris. J'ai l'honneur d'animer cette table ronde consacrée à un secteur stratégique pour la Guinée, un des premiers piliers du plan Simandou 2040. On l'a entendu à maintes reprises hier lors des présentations. Donc c'est effectivement sur l'agriculture, l'agroalimentaire, un véritable moteur de souveraineté alimentaire, de transformation industrielle et de création d'emplois, en tout cas pour la Guinée, mais aussi pour beaucoup d'entreprises, de pays africains. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par 5 acteurs dont les expertises se complètent et couvrent toute la chaîne, du producteur à l'investisseur, de la transformation industrielle et également du partenaire international financier. Donc merci à vous 5 que je vais renommer. Donc Monsieur Abdoul Karim Diallo, merci beaucoup. Vous êtes le directeur général du groupe Sonoco, un acteur clé de la transformation alimentaire et de l'industrialisation des filières locales. Monsieur Xavier Deboissé, merci beaucoup de votre présence, directeur général de Sobragui, entité locale détenue par un Français engagé dans une des modernisations industrielles les plus structurantes du pays et accessoirement président des CCEF, les conseillers du commerce extérieur français. Monsieur Alassane Dia, managing partner chez AFIC, expert des montages financiers complexes et de la structuration de projets et partenaire de notre parcours business international. Merci beaucoup. Dienaba Keita Anne, directrice exécutive d'Expertise Guinée, spécialiste des filières agricoles, des marchés export et des dynamiques terrain. Merci pour votre présence. Et également partenaire de notre parcours puisqu'elle organise les rendez-vous B2B pour notre délégation française. Et enfin, Hugo Poulot, mon collègue, représentant des financements export chez BPI France, partenaire stratégique de la coopération financière et industrielle entre la France et l'Afrique. Merci à vous 5. Pour démarrer et pour resituer un peu cet enjeu majeur de l'agriculture guinéenne, un premier tour de table de vous 5. Je vais commencer par Madame, la seule femme panéliste. Madame Anne, vous travaillez du coup au plus près des filières et des coopératives. Si vous deviez dresser un panorama rapide sur ces filières-là qui sont importantes en Guinée, les filières stratégiques comme le riz, l'ananas, la mangue, l'anacarde, le karité ou le fonio. Quel panorama vous pourriez faire à notre assemblée? Merci beaucoup Faiza pour cette question. Écoutez, aujourd'hui nous avons une croissance agricole à environ 4,8% en Guinée. Et ce que nous voyons, c'est que ces filières sont en forte croissance. Par exemple, lorsqu'on regarde l'anacarde, aujourd'hui, on est passé de 400 000 tonnes à 600 000 tonnes. On a une croissance de 41%. Donc, ça a de la valeur. Et pour les fruits qui sont très demandés aussi vers l'Europe ou l'Asie, nous avons une certaine croissance. Cependant, nous avons certains freins sur le terrain. C'est vrai que les opportunités sont colossales, il faut les saisir. Nous avons 13,7 millions de terres arables, nous n'avons que 38% de ces terres qui sont exploitées. Donc quand on regarde toutes ces filières, c'est qu'il y a des opportunités qui sont là. Les freins sont les suivants. Nous avons des pertes post-récolte aujourd'hui. Environ 30 à 40% des fruits qui sont plantés, nous les perdons parce que nous n'avons pas une chaîne de conditionnement très structurée ou même ordonnée, ou même peu existante. Nous avons aussi tout ce qui est choc climatique. Parfois, il y a des inondations. La dernière fois, je parlais à des coopératives vers Bofa. L'année dernière, elles ont perdu toute leur récolte. Donc, il a fallu que le PAM vienne avec leur fonds d'urgence pour les accompagner. Donc, il y a cela. Nous avons aussi des espaces agricoles qui sont très enclavés. Donc, il faut désenclaver ces espaces agricoles pour pouvoir écouler les marchandises vers les différents marchés qui existent sur le terrain. Et donc, et même les informations sur les marchés ne sont pas très disponibles. Nous n'avons pas de plancher de fixation de prix par rapport aux différents produits agricoles que nous avons. Donc, tout cela, ce sont des réformes qui doivent être envisagées et le secteur privé a un grand rôle à jouer à cet effet.
Merci. Merci beaucoup pour votre retour très précis. Monsieur Diallo, je me tourne vers vous du groupe Sonoco. Le groupe, justement, met une stratégie ambitieuse d'industrialisation des filières agricoles. Quels sont, selon vous, les leviers prioritaires pour faire basculer l'agriculture guinéenne, qui est plutôt, on l'a entendu hier au ministère familial, à un véritable modèle industriel? Merci beaucoup. Vous savez, le groupe Sonoco a investi dans ce secteur il n'y a pas longtemps. Et on s'est rendu compte que ça fait plusieurs décennies, on parle de l'agriculture en Guinée. L'État a énormément investi dans ce secteur. Mais pour moi, l'agriculture ne peut pas fonctionner sans l'industrie. Parce que la richesse, on ne trouve pas la richesse dans les champs. C'est dans la transformation qu'on peut créer la richesse. Et sans l'industrie, personne ne sera encouragé d'investir énormément dans l'agriculture, parce qu'il n'y aura pas de débouchés. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler sur toute la chaîne de valeur. Commencer l'agriculture, aller vers la transformation, aller dans le secteur dont je parle, disons, qui est l'agriculture, faire l'élevage, aller dans les abattoirs, dans le conditionnement et distribuer sur le marché. Et pour le faire, on est obligé d'avoir, disons, des partenaires techniques sérieux qui ont déjà investi dans le secteur, qui connaissent, disons, l'environnement africain et surtout l'environnement guinéen, et aussi des partenaires financiers qui peuvent nous accompagner. Donc, pour cela, nous, ce qu'on a pu faire, on a pu trouver des partenaires français qui nous ont accompagnés. On a trouvé un partenaire financier qui est BPI, qui nous a financé sur ce projet. Et aujourd'hui, on est vers la fin de ce projet qui compte produire environ 15 millions de poulets en Guinée. Et pour le faire, comme je l'ai dit tantôt, on était obligé de travailler sur toute la chaîne. Parce que localement, on ne pouvait pas trouver du maïs qui était adapté, disons, à notre industrie, du soja qui était adapté à notre industrie. Et le troisième élément, c'est, comment on appelle ça, c'est le son de blé qu'on a déjà, vu qu'on a des moulins. Mais on était obligé de travailler sur toute la chaîne. Et pour y arriver, ça prendra quelques temps. Donc on est obligé pour le moment continuer à importer. Mais aujourd'hui, la chaîne qu'on a mise en place commence à fonctionner. Et on encourage, disons, les Guinéens qui veulent investir dans l'agriculture, peut-être, disons, de repenser, disons, à leur stratégie. Penser d'abord, disons, à l'industrie, peut-être commencer à importer et après, disons, essayer, disons, de produire localement. Sinon, il risque d'avoir, disons, des problèmes de débouchés, comme madame vient de dire, problème de stockage, même si tu arrives à bien stocker. Comment tu vas acheminer ce produit, soit sur le marché ou au niveau du marché international? Donc, en général, pour moi, le conseil que je vais donner au secteur privé, c'est plus de se focaliser d'abord dans l'industrie avant d'aller dans l'agriculture. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, on va revenir sur les chaînes de valeur. Monsieur de Boissé, vous menez une transformation industrielle ambitieuse dans votre groupe Sobragui. Quels enseignements de votre modernisation industrielle peuvent inspirer les autres filières agroalimentaires du pays? Merci. En effet, on mène une transformation industrielle, une modernisation majeure, puisqu'on va passer d'un vieux site qui date de 1958 à une nouvelle usine, je dirais, dernière génération. Je pourrais vous vanter tous les aspects techniques, mais bon, ça ne serait pas forcément la chose la plus intéressante. Ce qui est important, enfin intéressant, peut-être de raconter, c'est un peu l'histoire de cette transformation. Moi, j'arrive en 2022 en Guinée, je fais le tour du pays, je vois qu'il y a un énorme potentiel, je vois qu'on est comparativement à d'autres pays de la sous-région avec des consommations per capita qui sont le quart ou le tiers, et pourtant on est dans un pays où il y a énormément de richesses, énormément de potentiel. Je prends assez vite conscience de que l'outil industriel que l'on a ne va pas être au rendez-vous. Mais bon, vous savez, comme c'est partout, hein, je veux dire, quand vous parlez avec un investisseur, avec un actionnaire, il faut qu'il soit sûr que l'argent qu'il va investir dans cette société sera plus judicieux ici que là-bas. Et donc ça a été un petit peu mon combat. La première chose qu'on a fait, c'est que
on a eu la chance d'avoir d'arriver au même moment en fait que cette transition politique qu'il y a eu en septembre 2021. Et tout d'un coup, comme si les étoiles s'alignaient, les infrastructures routières, etc., se sont améliorées. On a réussi à atteindre des zones du pays que l'on n'atteignait pas, et on a commencé à aligner des chiffres, des croissances à 2 chiffres. Une fois qu'on a ces croissances à 2 chiffres, on a pu expliquer à l'actionnaire qu'en effet, il y avait un fort potentiel. Je pense que le fort potentiel de la Guinée, c'est quelque chose qui est connu. On en parlait tout à l'heure, le Premier ministre en parlait tout à l'heure. C'est quelque chose qui est connu depuis toujours. Et là, tout d'un coup, en fait, on se rend compte que ce potentiel s'exprime. Donc très rapidement, en fait, j'ai réussi à convaincre les actionnaires de leur dire que la Guinée est un marché à fort potentiel et qu'il était vraiment temps d'investir au risque de perdre notre place de leader. Donc ça a été la première étape. Donc une fois qu'on a eu ça, après on s'est tourné vers le gouvernement, et le gouvernement a tout de suite entendu notre message, a compris l'enjeu long terme de promouvoir une industrie comme Sobragi qui allait s'installer en Guinée, qui est génératrice d'emplois, génératrice de fiscalité, et qui s'inscrivait dans une modernisation qui je dirais, allait dans sa vision, convergeait avec sa vision. Et puis, tout d'un coup, on a eu tous les feux qui ont été ouverts, on nous a donné un terrain, on a eu les agréments d'importation, les exonérations au Code des investissements, etc. Et puis, il n'a plus fallu qu'appuyer sur le bouton. Voilà, donc je pense que Sobragi est l'expression d'une vraie volonté de moderniser l'industrie en Guinée. Et c'est pas facile tous les jours, je vous raconte ça rapidement, il y a eu des mois et des mois de difficultés, mais globalement on y arrive. Et si je pouvais dire et appuyer un petit peu justement ce conseil, c'est que c'est le moment de la Guinée, il y a énormément d'opportunités, et si on arrive à expliquer le bien fondé de notre projet, si on arrive à montrer l'intérêt que ça a pour la Guinée, je vous garantis qu'il y aura des gens qui vous seront là pour vous écouter. Voilà. Merci beaucoup, effectivement, c'est très engageant et très prometteur. Monsieur Dia, vous accompagnez des projets structurants sur le continent depuis déjà un certain temps. Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles de financement dans le secteur agroalimentaire et agricole, et comment les lever? Merci Faiza. Avant toute chose, peut-être dire que le premier des obstacles serait, et ça vraiment c'est une conviction que j'ai, mais c'est une conviction que j'ai forgée sur le terrain, le premier des obstacles serait un État qui constituerait un obstacle d'abord, en fait. Donc un État qui n'investirait pas pour mettre en place un environnement qui est favorable, propice au développement des financements. J'ai eu la chance de commencer ma carrière dans une agence bancaire au fin fond de la Touraine pour financer des agriculteurs français, et je m'étais rendu compte déjà à l'époque que la politique agricole commune, donc on finançait des primes d'avance sur la politique agricole commune, et que en fait ça a témoigné en fait d'un appui de l'Union européenne auprès de son agriculture. Donc je me suis forgé très vite en fait cette conviction que l'agriculture ne peut pas aller sans d'abord, le financement de l'agriculture ne peut pas aller si d'abord on ne met pas en place un cadre institutionnel qui est fort et qui permet derrière au secteur privé de prendre le relais. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est très, très, très important. Et pour que les financiers arrivent, il faut que l'État investisse d'abord sur des infrastructures, il faut des routes qui désenclavent, il faut des ponts qui relient, il faut de l'eau qui permet d'irriguer, il faut que l'État aussi structure les entreprises pour permettre, donner confiance au secteur privé de venir financer également. Autre chose également, l'État doit subventionner, parce que l'agriculture, ce n'est pas un secteur comme un autre, c'est un secteur d'utilité publique, ça permet de nourrir les gens. Donc les subventions, d'autres pays le font, il faut aussi que nos États acceptent de le faire et prennent cette responsabilité-là. Donc cet élément-là, c'est super important. Le premier obstacle, à mon avis, ce serait un État qui ne mettrait pas en place les conditions de financement du privé.
Et à cet égard, bon, je suis plutôt rassuré parce que j'ai entendu hier de Simandou 2040, c'est que le premier pilier de Simandou 2040, c'est justement le pilier agricole et agroalimentaire. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être des conditions financières qui sont inadaptées parfois. Je m'explique. On se focalise souvent sur le volume de financement, mais on finit par oublier aussi les conditions de financement. Et c'est un frein que j'ai identifié, en tout cas en Afrique, sur ces 5 dernières années, et qui est très important et qui freine beaucoup de projets, voire même qui les remet en cause. Je parle par là des taux, qui dans certaines conditions sont exorbitants et peuvent remettre en cause la viabilité des projets. Ça, c'est un premier élément. On peut également parler des maturités. Un tracteur qui a une durée de vie de 10 ans, voire plus, notre banquier va le financer sur 5 ans. Donc ça peut poser un problème, ou sur 3 ans parfois. Donc ça peut poser un problème également économique en termes d'amortissement. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. L'accès aux garanties, ça c'est un vrai sujet, parce qu'il y a l'insécurité foncière, entre autres, qui fait qu'effectivement, on n'a pas accès aux garanties. Et donc ces conditions de financement, c'est un sujet parfois qui est oublié, mais c'est un sujet qui est déterminant, au-delà même du volume de financement qu'on puisse donner pour financer l'agriculture et l'agroalimentaire. Et puis le dernier élément que j'ai envie de mettre en place, c'est la structuration. Ça a été dit tout à l'heure, on n'a pas de problème de trouver des ressources aujourd'hui. Donc il y a des ressources qui sont là, un peu partout dans le monde, et qui ne demandent que des bons projets pour être financés. Et c'est une lapalissade peut-être de dire ça, mais c'est valable dans beaucoup de pays, en tout cas que j'ai pu voir ces dernières années. On a un sujet parfois de structuration des projets, de les rendre bankable, de les rendre enviables pour que les finances, en tout cas les financiers, aient envie de les financer. Donc ça, c'est aussi notre job, clairement, de structurer des projets, de les amener vers des financements, que ce soit offshore ou des financements locaux. Et pour finir, j'ai juste un exemple. On a un client dans la sous-région, une PME, Mauritanie pour ne pas le citer, donc plus de 50 milliards de chiffre d'affaires, qui cherchait à peu près 6 millions d'euros. Donc on est allé voir le bailleur qui, au final, on a trouvé le financement, mais l'entreprise était une entreprise individuelle. On n'était même pas dans une SA. Donc pour une boîte qui fait plus de 50 milliards d'euros. Donc tant qu'elle était dans son contexte, ce n'était pas gênant parce que les banques faisaient confiance. Et voilà, à partir du moment où on a plus d'ambition et qu'on va chercher du financement offshore, il y a ce besoin de structuration, de gouvernance, de mise en place de comitologie, de mise en place également d'une gouvernance qui permet de sécuriser tout le monde. Complètement, effectivement. Merci beaucoup. Hugo Poulot, BPI France joue un rôle important dans la dynamique de co-industrialisation. On en parle souvent et M. Hugues Latourette le redisait encore tout à l'heure. Quelles solutions BPI France peut-elle proposer pour soutenir et faciliter justement les projets entre les entreprises guinéennes et les entreprises françaises ? Merci Faiza. La première réponse, je pense qu'elle est devant nos yeux, c'est évidemment cet événement et la délégation de 50 entreprises qu'a réuni BPI France dans le cadre justement des relations franco-guinéennes et pour promouvoir ces relations. Ça a été très bien dit ce matin, il y a un enjeu aujourd'hui sur toutes les filières et tous les maillons de la chaîne de valeur dans le secteur agroalimentaire, à la fois sur l'élevage puis sur l'industrie comme ça vient d'être présenté. Et la France étant un grand pays d'agriculture, il existe évidemment toute une filière qui peut répondre aux besoins aujourd'hui de l'industrie guinéenne. Et l'objectif de BPI France, via évidemment cet événement aujourd'hui et via toutes nos opérations, c'est de pouvoir mettre en relation vos besoins aujourd'hui en Guinée avec le savoir-faire de l'industrie française, qui est un savoir-faire de qualité, sur tous les maillons de la chaîne de valeur, à la fois sur du stockage, sur l'enjeu évidemment de la chaîne de froid et de la conservation, sur la distribution. Et tout ça dans une logique partenariale avec des co-investissements, de la co-industrialisation pour maintenir une relation de long terme. Ce sont évidemment des enjeux qui s'inscrivent sur la durée et la volonté de BPI France et je pense de tous les industriels et de toutes les entreprises françaises aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans ce temps long pour répondre aux enjeux et pour développer ces filières et assurer aujourd'hui la prospérité, la sécurité alimentaire et répondre à tous ces enjeux face à une croissance démographique en plus qui est très importante.
Merci beaucoup. Effectivement, on parle beaucoup de structuration de chaînes de valeur. On l'a entendu dans le cadre du plan Simandou. On l'entend encore là avec vos propos. Alors, pour aller un petit peu plus dans le détail, on sait que la structuration de chaînes de valeur, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'industrialisation. Elle relie le producteur, le transformateur, le logisticien et le marché, qu'il soit local ou international. Monsieur Diallo, comment connectez-vous la production agricole, la transformation industrielle et la distribution? Pouvez-vous nous partager un exemple concret dans votre groupe de chaîne de valeur intégrée que vous avez déployé? D'accord, merci beaucoup. Donc je vais revenir sur l'historique, disons, du projet avec lequel on a travaillé avec BPI, qui est Fermave, qui est une filiale du groupe Sonoco. Aujourd'hui, au niveau de Fermave, comme je le disais tantôt, on fait toute la chaîne de valeur. Il y a la partie agricole, il y a la partie industrielle, transformation je veux dire, il y a la partie élevage, il y a la partie abattoir et la partie commercialisation, donc la partie logistique. Donc la partie agricole, ce qu'on a pu faire, c'est de travailler sur des projets pilotes. Donc, dans le maïs et le soja. Mais derrière, on a structuré, disons, des fermes intégrées. Donc là, on accompagne des gens auxquels, disons, on va les donner des semences, on les accompagne dans tout ce qui est conseil, et derrière, on rachète, disons, leur récolte, qu'on va ramener, disons, dans notre usine d'aliments. Et de l'autre côté, la partie élevage, on fait toute la chaîne aussi. On a des poussinières, on a des repros, on a du couvoir, on a la partie élevage. Donc là aussi, on ne compte pas faire les 15 millions seuls. Donc nous, on fera une partie, et l'autre partie, on mettra en place aussi des fermes intégrées. Et ces fermes intégrées, nous, on accompagne, disons, des fermiers en les donnant des poussins, l'aliment et les vaccins. Il y aura des vétérinaires et des conseillers nutritionnels qui vont les accompagner. Et derrière, après 35 jours, on va racheter le poulet avec eux qu'on va ramener dans nos abattoirs. Et derrière, l'abattoir, on va faire tout ce qui est packaging et distribuer maintenant au niveau du pays, soit au niveau de la Basse-Côte jusque vers la Guinée forestière. Donc c'est comme ça qu'on a pu intégrer, disons, ce projet. Mais dans toutes les autres filiales dans lesquelles on est en train de travailler, on veut mettre en place le même système. Parce qu'aujourd'hui, on est dans les boissons, mais pour le moment, on importe, disons, la matière première. Mais l'idée aussi, c'est de structurer, disons, ce projet de la même manière. Donc, le blé aussi qu'on importe aujourd'hui, on a pu travailler sur des projets pilotes, mais qui n'ont pas pour le moment donné. Mais on continue à travailler avec les ministères concernés pour pouvoir produire le blé localement, même si c'est quelque chose qui est très, très difficile. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Et puis l'opportunité, du coup, pour les entreprises françaises, peut-être de proposer des solutions également. Monsieur de Boissé, justement, pour compléter, comment renforcez-vous la fiabilité des approvisionnements locaux pour réduire la dépendance, justement, des importations, comme le disait Monsieur Diallo? Alors, malheureusement, Sobragui, aujourd'hui, n'achète rien localement. C'est la première fois où je dirige une entreprise du groupe Castel où on n'achète aucun intrant local. Et pourtant, on est un gros consommateur. Je veux dire, on a des chiffres simples. C'est 4000 tonnes de grits de maïs par an, c'est 3500 tonnes de sucre. Et pourtant, nous n'achetons rien localement. Ça nous expose à deux gros sujets. Le premier sujet, c'est qu'en effet, dès qu'il y a un aléa au niveau international, le Covid, l'Ukraine, la guerre qu'on connaît actuellement va avoir des impacts. Ça met en tension la chaîne d'approvisionnement. Je ne parle même pas de l'histoire du porc qu'on vit actuellement. Ça met en tension la chaîne d'approvisionnement et du coup, in fine, on perd de la valeur. L'autre gros sujet, quand même, c'est qu'on parle de chaîne de valeur. Quand on fait ça, ça veut dire que 100% de la valeur, enfin une grosse partie de la valeur, part. Et donc, on n'est pas dans un cercle vertueux qui fait que notre business, notre économie va se développer. Voilà. Aujourd'hui,
moi, mon engagement en tant que Sobragui, clairement, c'est que dès qu'il y aura un acteur qui sera disponible pour faire du grits de maïs ou du sucre made in Guinée, eh ben, on leur donnera les contrats qu'il faudra, on s'engagera sur le long terme, on accompagnera ça. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le gros point d'attention et de développement dont a besoin la Guinée, c'est que la Guinée a besoin qu'il y ait une première expérience victorieuse et une première expérience réussie dans le monde de l'agriculture au niveau industriel. Je ne parle pas de la petite chose, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, mais on n'en est pas encore là. Voilà. En tout cas, nous, on est vraiment preneurs dès que ça sera possible. Merci beaucoup. Justement, Madame Keïta Anne, vous évoquiez souvent lors de nos échanges l'importance des débouchés réels pour la filière. Le secteur minier, par exemple, emploie près de 20 000 personnes en Guinée. Comment faire en sorte que ces sociétés nourrissent leurs effectifs avec de la production locale et moins avec des importations, justement, étrangères? Écoute, Faiza, je dirais même qu'on est au-delà des 20 000, parce que lorsqu'on réunit la mine, la construction et tout ce qui est service dans ce secteur, on se retrouve à plus de 70 000 personnes à nourrir tous les jours. Et ce qui est important, c'est de pouvoir structurer la filière, le secteur spécifiquement, avoir des centrales d'achat. On n'a pas de centrale d'achat en Guinée, donc il faudra pouvoir grouper les producteurs par filière et avoir des sortes de sociétés coopératives qui peuvent constamment fournir, approvisionner ces différentes sociétés minières ou même, par exemple, l'usine de Sobragui. Donc les opportunités sont énormes. Donc la structuration et le groupage est important. Et le fait aussi de comprendre les cahiers de charges des sociétés qui vont consommer ces différents produits est aussi très important. Lire et comprendre les cahiers de charges et en même temps pouvoir s'organiser et avoir parfois les certifications nécessaires parce qu'on a affaire à des multinationales et donc on ne peut pas fournir n'importe quel produit. Donc, lorsqu'on se structure à ce niveau-là et qu'on a ces certifications et qu'on arrive à fournir constamment, je pense qu'on pourra réellement répondre à ces besoins. Mais ce qui est important, c'est qu'on est toujours dans l'agriculture de subsistance. Donc, il faut amener beaucoup plus d'acteurs comme Sonoco à aller vers l'agriculture commerciale, donc à cultiver en masse pour répondre aux besoins locaux. Merci beaucoup. Et effectivement, et alors justement, vous en parliez tout à l'heure, Monsieur Dia, mais quel montage financier, très concrètement, permettent de structurer justement ces chaînes complètes de production à la transformation? D'accord. Ok, ça a été dit un peu. Les chaînes de valeur, en fait, sont un peu déséquilibrées puisque l'essentiel de la valeur se trouve au niveau de la transformation, aujourd'hui, comme dans beaucoup de pays du monde d'ailleurs, le reste. Et du coup, le banquier, en tout cas le financeur, il regarde aussi avec les mêmes lunettes que tout le monde, en quelque sorte. Donc, du coup, il va financer là où il pense qu'il sera payé. Et donc, son focus va être mis également sur la transformation. Donc, ce qui peut créer un déséquilibre, alors que dans une logique de chaîne de valeur, on a besoin de tout le monde pour que la chaîne fonctionne. Et donc, c'est une problématique qui est posée. Et heureusement, il y a des solutions. Et ce qui me plaît bien, en fait, c'est que c'est des solutions plutôt basées sur des principes de solidarité. C'est-à-dire que ça ne marche pas si tous les membres, tous les acteurs de la chaîne ne sont pas solidaires entre eux. Je vais donner deux exemples, et puis on va s'arrêter là. Le premier exemple, par exemple, c'est la chain value financing. Donc le principe de la chain value financing, c'est un peu le principe de la contractualisation. C'est-à-dire que le transformateur, qui est plutôt bien vu par le banquier, il va contractualiser avec le producteur et derrière ce contrat, le producteur pourra l'utiliser pour lever de l'argent auprès de sa banque. Donc c'est un contrat tripartite qui est de nature à sécuriser, à rassurer tout le monde et ça c'est plutôt vertueux et c'est des choses voilà, qu'on aime bien voir et qui existent notamment en Asie au départ et qui aujourd'hui en Afrique on voit de plus en plus. Un autre exemple que je vais citer, et je vais m'arrêter là, c'est la tierce détention. La tierce détention, le principe, c'est quoi? C'est qu'on stocke, on lève de l'argent sur la base d'un stock avec un tiers certificateur. Donc ça, c'est des solutions également qui permettent de financer le producteur et il lui permet surtout de vendre son produit au meilleur moment par rapport à l'évolution du marché et du coup de rembourser son crédit et aussi d'améliorer sa vie et celle de sa famille. Donc les solutions sont là. Les solutions nécessitent de la solidarité entre les acteurs des chaînes et il y a des exemples qui marchent
partout dans le monde et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous également. Merci beaucoup, effectivement. Alors, dernier tour de table. Donc, on l'entend, hein, sans standard, il n'y a pas d'export, hein, il n'y a pas d'internationalisation. Sans mécanisation, il n'y a pas de volume. Donc, sans volume, il n'y a pas de développement agro-industriel important. Et donc, la montée en exigence est incontournable. Donc, Monsieur Diallo, comment vous la mettez en œuvre dans vos différentes unités, que ce soit les certifications, les agréments, la RSE? Comment vous mettez ça en œuvre? Pour nous, on considère la certification comme un passeport. Pour nous, ce n'est pas un document avec lequel on va juste glorifier. Et sans la certification, on ne peut pas rassurer les consommateurs. Sans la certification, on ne peut pas être au niveau régional. Sans la certification, on ne peut pas être au niveau international. Donc, nous, dans la philosophie du groupe, toutes les filières doivent être certifiées. Et aujourd'hui, je peux vous dire, en Guinée, la certification FSSC 2000, 22000, je veux dire, il n'y a que 3 groupes qui l'ont en Guinée. Et le groupe Sonoco fait partie, disons, de ces groupes, disons, qui ont cette certification. Et pour l'avoir, il faut être exigeant, il faut avoir, disons, des partenaires en termes, disons, d'approvisionnement des matières premières, des partenaires très sérieux aussi. Dans le processus de production, il faut être exigeant. On ne peut pas se permettre, disons, de produire ou d'accepter de sortir des produits finis qui ne sont pas passés, disons, dans le circuit normal jusqu'au niveau de laboratoire. Donc, pour moi, pour que la Guinée arrive à conquérir le marché local, comme disait Madame tantôt, avoir les multinationales, il faut qu'on soit certifié. Et pour que nos produits soient exportés dans la sous-région, il faut qu'on arrive à, disons, à les certifier. Ça, pour moi, il n'y a pas de compromis dans ça. Donc aujourd'hui, au sein du groupe, toutes nos filières sont certifiées et on continue, disons, à veiller là-dessus parce que tu peux être certifié et puis après quelques années qu'on retire la certification. Donc on veille là-dessus. On continue à, disons, encourager, disons, mes collègues, disons, de ne pas qu'il y ait de compromis dans la certification de nos produits. Incontournable. Monsieur de Boissé, peut-être nous expliquer aussi chez vous comment vous l'intégrez, ces exigences qualité, de RSE, de performance industrielle dans votre transformation? Alors, la qualité, alors faut savoir aussi une chose, c'est que dans le groupe Castel, nous ne faisons qu'une seule chose. Nous faisons principalement une chose, nous sommes principalement producteurs de boissons. C'est notre seul, je dirais, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est là où nous sommes bons et c'est là où nous avons développé aujourd'hui une expertise. La qualité, je dirais que c'est un des fondamentaux pour pouvoir être leader sur le marché. Il n'y a pas un consommateur qui va vous choisir si vous faites un produit de mauvaise qualité. Donc, il y a en effet les certifications, hein, mais comme l'a dit M. Diallo, ça peut être aussi une certification papier et pas forcément quelque chose qui soit au cœur de la stratégie et au cœur de l'action au quotidien. Chez nous, c'est vraiment, je dirais, le premier leitmotiv de M. Castel. Hein. C'est M. Castel qui est derrière tout ça. Et il faut savoir que tous les jeudis, il déguste, enfin plus maintenant lui, hein, mais il déguste toutes les brasseries et on a tous une petite note. Et si jamais la note n'est pas bonne, on reçoit un coup de fil immédiat, arrêtez la production et là c'est gare à vous. Bon, ça c'est pour la partie qualité. Sur la partie RSE, ce que moi j'entends par RSE aujourd'hui, c'est principalement environnement, sociétal, sécurité. La partie sécurité aujourd'hui est un des gros sujets, hein, parce qu'il faut quand même être clair qu'aujourd'hui en Guinée, la culture sécurité n'est pas évidente. Il suffit de voir dans la rue les gens se promener à 3 ou 4 sur une moto sans casque. C'est pas quelque chose qui est dans le cœur et dans le mindset aujourd'hui des Guinéens. Donc il y a un gros travail là-dessus à faire parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une espèce de fatalisme là-dessus. Donc ça, c'est un des gros sujets. Aujourd'hui, on travaille énormément sur ça. On a créé
il n'y a pas très longtemps une direction de la QHSE qui a été fortement renforcée là-dessus et qui est une volonté. Voilà. Et évidemment, la nouvelle usine, c'est quand même un joli projet. Elle va être dotée de tout ce qu'il faudra, solaire, gestion des déchets, enfin tri des déchets, gestion des eaux usées, etc. Voilà. Mais pour moi, le principal sujet, c'est vraiment la qualité, et il n'y a que ça qui maintiendra notre position de leader. Merci beaucoup. Madame Keïta, vous avez insisté sur la nécessité donc, de mécaniser l'agriculture guinéenne. Quel type d'investissements en mécanisation sont indispensables pour répondre aux exigences des marchés internationaux, justement, et pour rendre les produits guinéens compétitifs par rapport à leurs voisins et autres? Écoutez, on doit pouvoir financer toute la chaîne d'approvisionnement, avoir des industries modernes comme le groupe Sonoco pour pouvoir transformer tous ces produits-là et accéder à des marchés qui sont très exigeants. Quand on regarde par exemple l'Union européenne et la plupart des marchés, on demande tout ce qui est certificat Global Gap. Et ça, c'est important d'avoir. Et de notre côté, en Guinée, les producteurs ne l'ont pas. Donc, il faut travailler pour ça. Donc, des décortiqueuses, des moissonneuses-batteuses, on a besoin de beaucoup plus d'équipements qui transforment nos produits locaux pour aller vers cette voie. Le travail est un travail à longue haleine. Je pense qu'aujourd'hui, il faut amener les gens à aller vers l'industrialisation, à moderniser et à transformer les produits locaux et à organiser justement les groupements qui peuvent fournir ces différentes industries pour accéder à ces différents marchés. Quand on regarde, moi, ce que je dis souvent aux investisseurs, c'est que quand on regarde la Guinée, on regarde les 5 frontières aussi qui entourent la Guinée. Donc, on parle des 16 millions d'habitants. Je crois qu'ils ont revu le nombre d'habitants, ou 13 millions. On va jusqu'à 500 millions d'habitants, la CEDEAO. Donc, ce sont des opportunités de marché aujourd'hui où on peut réellement accéder aussi à partir de la Guinée. Donc, aller dans le secteur agricole en Guinée pourrait être assez intéressant pour les internationaux qui peuvent se mettre en partenariat avec des structures locales. On a parlé tout à l'heure de contenu local. On a la loi sur le contenu local qui permet réellement aux acteurs du secteur privé guinéen d'avoir accès à hauteur de 40%. Normalement, des marchés doivent être donnés aux Guinéens. Donc, je pense que se mettre en consortium serait assez intéressant, apporter de l'expertise qui va permettre du transfert de compétences et de technologies aux entreprises guinéennes pourrait être assez essentiel pour pouvoir moderniser et faciliter l'accès au marché pour les agriculteurs guinéens ou les transformateurs ou industriels guinéens vers les pays occidentaux. Merci beaucoup. Alors justement, BPI France, Hugo, quels outils existent pour soutenir justement ces investissements de modernisation industrielle, d'équipement industriel, voire de technologie industrielle dans le secteur? Alors chez BPI France, on fait du financement. C'est vraiment le cœur de métier de BPI France. Et puis peut-être pour commencer par un exemple, et un exemple aussi qui est une petite fierté, c'est le partenariat qu'on a pu nouer avec Sonoco depuis 2022 sur 2 verticales, à la fois celle du stockage qui est un enjeu, avec le financement de l'accroissement des capacités de stockage via des silos construits par une entreprise française qui s'appelle Eurograin en Guinée, mais aussi au Sierra Leone. Donc ça, c'était la première verticale sur laquelle on a pu travailler avec Sonoco. Une seconde qui a été évoquée plus en détail, qui est le développement sur la branche avicole avec l'entreprise NTD qui est spécialisée dans la construction de ces bâtiments. Et donc nous, notre objectif, c'est d'associer à ces offres techniques qui sont des offres de qualité, durables, dans cette logique de partenariat, d'associer à cela une offre de financement à moyen long terme, donc sur des maturités qui sont quand même, je pense, intéressantes, avec des coûts compétitifs. Et l'idée, c'est de pouvoir reproduire ça via justement ce que j'ai mentionné auparavant, c'est tout le tissu de PME, d'ETI et aussi de grands groupes français qui ont un savoir-faire très pointu dans ces filières-là. On a aussi fait, je ne l'ai pas cité, mais des financements dans la culture du riz pour développer en Guinée cette industrie. Donc voilà, c'est vraiment associer une offre de financement compétitive à l'offre commerciale française qui est aussi très attractive pour répondre aux besoins aujourd'hui de la Guinée.
Merci beaucoup. Et pour rester dans le timing, dernière question à Monsieur Dia. Comment justement les institutions financières peuvent-elles co-construire ces outils pour favoriser l'investissement dans le secteur guinéen? Alors, du coup, les besoins sont énormes, hein, je pense que ça a été dit. On a besoin, en fait, que les institutions internationales se mettent aussi avec les banques locales pour pouvoir faire face à tous ces besoins. Et moi, j'aime bien, on parle beaucoup de co-industrialisation. Moi, j'aime bien aussi le mot de cofinancement. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça permet de rassurer le banquier parce que ça permet de diluer le risque, déjà, et ça lui permet de créer ce qu'on appelle l'effet de levier, donc de donner plus avec moins de fonds propres, on va dire. Sans entrer dans les détails, c'est quelque chose qui fonctionne. Nous, on l'a essayé avec la BPI, on a travaillé ensemble à structurer un dossier sur la Mauritanie qui est bien avancé. On est en train de faire la même chose sur le Sierra Leone. Voilà, donc c'est des éléments qui permettent c'est du win-win en quelque sorte, et ça permet de leverager pour avoir beaucoup plus de financement pour financer nos économies, parce que comme vous le savez, nos besoins sont immenses en Afrique, que ce soit en infrastructure, que ce soit en énergie, que ce soit en santé, que ce soit dans l'agriculture. On a beaucoup de besoins, et pour pouvoir pour pouvoir répondre à ces besoins-là, on aura besoin d'outils innovants et surtout de cofinancement. Donc je finirai là-dessus. Merci beaucoup à nos panélistes pour ces éléments très précis, leur expertise. Vous l'avez entendu, il faut financer, mécaniser, certifier, coopérer. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion entre les entreprises françaises et vous-même, les institutions publiques et privées guinéennes, de vous connecter, je l'espère en tout cas. C'est une belle opportunité. En tout cas, le secteur est une vraie opportunité dans ce pays-là. Je vous remercie de votre attention et à très vite.